jare baba sata jauh tak bawa kiri jare baba wala baba wala Senda jai, ataru, ayakigru, ayakasenda jai, odagu, atarasenda jai. Saya dari Jawa. Mama Hashim di sini. Mama Hashim di sini. Une vingtaine de maisons dispersées dans la forêt entre la Colombie et le Venezuela, un millier de personnes environ, les Bari, vivent à plusieurs familles dans chacune de ces maisons, en harmonie avec le milieu. La forêt et la rivière leur procurent le nécessaire, gibier, poissons, manioc, canne à sucre, fruits, mais aussi branches, lianes et feuilles qui les protègent de la pluie et des animaux. Sando. Si bara, baik si basa. Sando bayar. Sando bayar. La chaleur et les moustiques ne pénètrent pas à l'intérieur. L'intimité y est assurée par la pénombre et chacun vit dans l'espace qui lui est réservé. Les femmes, assimilées à la terre nourricière, travaillent sur leurs nattes, tandis que les hamacs expriment une hiérarchie. Les couples et leurs enfants dorment en bas, que les adolescents, célibataires pas encore intégrés à la communauté, dorment plus haut. Pour les déplacements en forêt, la famille qui occupe le côté est marche en tête, précédant la famille du côté ouest, puis viennent ceux du sud et du nord. La séparation entre les différents foyers traduit les règles matrimoniales de la société Bari à l'intérieur de la maison et avec les communautés voisines, définissant ainsi un système complexe de personnes que l'on peut épouser et de personnes que l'on ne peut épouser.
L'individualité des familles n'empêche pas la collaboration. La maison est construite par toute la communauté, les hommes coupent les arbres, élèvent la charpente, les femmes préparent les feuilles et les lianes. De même, la pêche se fait souvent en commun. Une fois les harpons terminés, tout le monde se retrouve à la rivière, construit des barrages et fait une abondante provision de poissons qui seront boucanés le soir même à l'intérieur de la maison. Aberdor, à lui, est allé seul à la pêche. Plus habile, plus âgé que les autres, il tient lieu de chef, ou plutôt de conseiller, lorsqu'il s'agit, par exemple, de décider une pêche collective ou un changement de maison quand la région n'est plus suffisamment fertile ou quand le gibier se fait rare. Chacun des deux sexes est plus spécialisé dans certaines activités. L'homme fabrique l'arc, les flèches, les harpons, les hamacs. Il défriche et plante les tubercules. Enfin, il chasse et pêche chaque jour. Les femmes entretiennent les champs, cueillent et transportent la récolte. Ce sont encore elles qui tissent, qui font les paniers, qui soignent et éduquent les enfants. Pourtant, à aucun moment de la vie, les hommes ne s'affirment en tant que groupe face aux femmes. Les rares fois où ils se réunissent, à l'exclusion des femmes, chasse importante ou collecte de cannes, leur réunion ne prend jamais le caractère d'une activité collective, mais garde celui d'une association momentanée d'individus indépendants, chacun travaillant pour soi et sa famille. De même, les femmes n'accomplissent jamais aucun travail en groupe, mais vont au champ ou en forêt accompagnées seulement de leurs enfants ou de leurs maris. Malgré cet emploi du temps, il reste encore de longs moments dans la journée pour se balancer dans le hamac ou pour se baigner à la rivière.
Trois ou quatre enfants naissent dans chaque famille. Très tôt, la petite fille apprend à tisser, à nettoyer le champ de manioc, à porter de petites charges. Le garçon apprend à chasser et à pêcher et, dès 7 ou 8 ans, accompagne son père en forêt. Et toujours, beaucoup de tendresse entre parents et enfants. Un jour, la petite Corachimana sera elle aussi une vieille femme. Depuis déjà de nombreuses années, les compagnies de pétrole harcelaient les Baris, échangeant coups de feu contre flèches, progressant peu à peu dans le territoire des Indiens. Les colons, à leur tour, essayèrent de s'infiltrer, mais les Baris les repoussaient tant bien que mal, non sans laisser sur le terrain bon nombre des leurs, ramenant par contre quelques objets dérobés, couteaux, ustensiles de cuisine, mais aussi les maladies, tuberculose et paludisme que colportent les Blancs en pays tropicaux. Un jour enfin, un homme vient d'eau et des paroles de paix. Les Indiens, las des hostilités, curieux et ouverts à ce qui leur est étranger, se laissent séduire. Une, puis deux, et enfin la plupart des maisons se regroupent près des missions que les pères ont si aimablement mises à la disposition des sauvages. Ignorant de la culture Bari, venus là dans le but d'obtenir des conversions, les Capucins commencent à baptiser, à matérialiser par des idoles dieux dont les Indiens n'avaient que des représentations symboliques, réinterprétant le christianisme en fonction des quelques croyances indigènes connues.
Padre Villamañán, usted fue la primera persona a lograr contacto con la tribu motilona. ¿Ha sido difícil la evangelización de los indígenas? ¿Cómo es su concepto de Dios? Père Villamañán, vous avez été le premier blanc à entrer en contact avec les Baris. Quel problème l'évangélisation et quelles étaient leurs conceptions religieuses? La principale difficulté n'a pas été la conversion. L'unique problème a été l'éducation. Contre la religion, nous n'avons pas eu de difficultés. Ils sont animistes, ils n'ont pas de religion organisée, et n'ont pas l'idée d'un être prême. Ils ont des esprits dans l'eau, dans les bois, dans les nuages, mais ils n'ont pas une idée de l'immortalité de l'âme. Pensez-vous que l'enseignement de la mission leur permettra de s'adapter à notre civilisation? En fait, nous voudrions garder ce qu'il y a de bon dans leur culture, et y incorporer ce qu'il y a de meilleur dans la nôtre. Il s'agirait donc d'un mélange, d'une synthèse, pas d'une destruction. Nous ne devons pas déprécier ce qui leur appartient. Bien sûr, la technique est plus avancée chez nous, mais il y a des choses intéressantes chez eux. Ce qu'il y a ici n'est qu'un état transitoire. Quand je suis venu, il n'y avait rien. Ils sont venus petit à petit, et c'est petit et que les résultats s'améliorent. Ce désir de compréhension n'empêche pas le père d'arranger les mariages à sa guise. Cette jeune fille s'apprête à épouser un homme d'une mission voisine avec tout le cérémonial religieux qu'il convient, mais sans respect des règles d'union indigène. J'ai demandé à cette sœur si elle pensait que grâce à l'école, les Indiens auraient une ouverture et un contact plus facile avec le monde blanc. Il m'a été répondu que l'intérêt pour eux de parler espagnol est qu'ils apprendraient plus facilement l'Évangile. En échange du travail fourni par les hommes, on leur offre des repas en commun. Les femmes, dont la fonction était de faire la cuisine et de cultiver, ne travaillent plus et la vie familiale est disloquée. Quant aux enfants qu'elles avaient la charge d'éduquer, ils sont à l'école. Il y a plus grave. L'organisation à l'intérieur de la maison est le fondement de la structure sociale des Baris. On ne trouve ici qu'un enchevêtrement de hamacs,
où les lois de discrétion ne sont plus respectées, non plus que la position relative des différents foyers. Pas très loin de la mission, sur le territoire colombien, une ferme créée par un Européen marque la limite de la zone interdite aux Blancs. Là vivent quelques jeunes venus des groupes réfractaires de la forêt. Bruce Olson est missionnaire protestant et a joint à cet apostolat des recherches linguistiques. Il a installé ici, avec l'aide du gouvernement colombien, un centre d'hygiène et les Indiens font volontiers plusieurs jours de marche pour venir le consulter. Monsieur Olson, que pensez-vous que puisse apporter le christianisme à ces gens? Akwashimana, qui vit dans les cavernes de la montagne, décide du jour où l'Indien doit s'élever jusqu'à lui. Le Bari connaît et craint ce Dieu. Il sait qu'il vient d'apprendre son langage, sa pensée, qu'il mourra et qu'il sera emporté vers les rochers et vers la lune. Le christianisme est une religion plus intime. Dieu est en nous et participe à notre réalisation comme homme, tout en nous révélant l'éternité. C'est cette paix intérieure que nous souhaitons au Bari avec l'aide de Dieu. Olson s'efforce aussi d'apporter des conseils techniques. Introduction de nouvelles plantes, cacao, maïs, ou méthodes de pêche, et aussi quelques notions d'hygiène. Qui leur apprendront à lire et à écrire dans leur propre langue. Nous pensons créer des postes d'hygiène sur leur propre territoire. Les Indiens seront autonomes et vivront sur ce même territoire. Leurs traditions resteront les mêmes car nous travaillons avec les chefs en respectant donc leur hiérarchie. Seulement, nous nous efforçons de leur enseigner une agriculture plus rentable et leurs sorciers sont initiés à une médecine plus moderne et plus efficace. Enfin, nous avons ici de jeunes leaders qui prendront la relève par la suite. Leur culture restera donc intacte, mais ils en posséderont deux, une en tant que Bari et une en tant que Colombien. L'esprit de cette expérience est donc la création d'une élite destinée à retourner dans la forêt et devenir ainsi un moyen de contact avec le monde blanc. Si cette tentative est différente, puisque finalement l'initiative vient des Blancs, et que le résultat sera, plus ou moins longue échéance, une intégration. C'est peut-être une erreur de croire que le destin de toute culture est d'aboutir à une civilisation semblable à la nôtre, et si le temps de la compréhension tarde trop, une somme considérable de sagesse et d'expérience aurait été, de par le monde, irrémédiablement gaspillée et détruite.